Alessandro Moretti, l'écaille le plus grand de New York, entra dans l'étau noir, et toute la pièce se figea. Tout le monde regarda l'homme qui possédait la ligne d'horizon, mais sa compagne fit une erreur fatale. Elle rit de la serveuse. Pointant la carte des vins, elle ricana. Elle ne peut même pas lire le menu, Alessandro. C'est pathétique. Elle ne savait pas que cette serveuse cachait un secret qui pourrait brûler leur empire au sol. Quand Sophie parla enfin, elle ne se contenta pas de lire le menu. Elle fit taire le diable lui-même. C'est l'histoire choquante de la façon dont un verre de vin rouge renversé avait vraiment changé le monde souterrain pour toujours. La pluie à Manhattan ne lavait pas les choses. Elle rendait juste la saleté plus glissante. À l'intérieur de l'étau noir, cependant, le temps était sans importance. L'air ici sentait le vieil argent, l'huile de truffe et la peur. Sophie ajusta délicatement les couverts sur la table 4, ses doigts tremblant juste légèrement. Ce n'était pas le froid, c'était la faim. Elle n'avait pas mangé un vrai repas depuis 2 jours, survivant grâce aux baguettes rassis que le sous-chef John Luke jetait par la porte arrière à minuit. Pour les patrouilles de l'étau, Sophie faisait partie du mobilier. Un flou de tissu noir et de tablier blanc, un fantôme avec un bloc-notes. Vérifie ton reflet, Sophie. Le maître d'hôtel, M. Laurent, siffla en glissant devant. La table 4 est réservée. La fête Moretti. Le nom fit tomber la température dans la pièce de 10 degrés. Sophie se raidit. Tout New York connaissait les Moretti. Ils ne dirigeaient plus seulement les syndicats ou les docks. Ils possédaient la ligne d'horizon. Alejandro Moretti, le plus jeune et le plus impitoyable donc de la famille, était un homme dont le murmure était plus fort qu'un coup de feu. Il était connu pour 2 choses, son silence terrifiant et son goût pour la perfection. « Je suis prête, monsieur », murmura Sophie, rangeant une mèche de cheveux blonds miel derrière son oreille. Elle garda les yeux baissés. C'était la règle. Regarde en bas, reste en vie. À 20 heures précises, les lourdes portes en chaîne s'ouvrirent. Le restaurant, habituellement un bourdonnement de conversations polies et de cristal qui tintaient, tomba dans un silence de mort. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Alejandro Moretti entra le premier. Il était plus grand qu'il n'y paraissait sur les photos des paparazzis, portant un costume sur mesure anthracite qui coûtait probablement plus que toutes les économies de la vie de Sophie. Son visage était un masque d'indifférence ennuyée, sa mâchoire assez aiguisée pour couper du verre, ses yeux sombres, intelligents et complètement dépourvus de chaleur. Derrière lui traînaient 2 gardes du corps, des hommes imposants qui semblaient taillés dans le granit, et une femme. La femme était superbe de la manière qu'un diamant est superbe, froide, dure et conçue pour être regardée. Elle portait une robe rouge qui s'accrochait à elle comme une seconde peau. C'était Camilla Vance. Non, attendez, pas Vance. Camilla Rousseau, une mondaine désespérée de s'assurer une bague au doigt avant la fin du trimestre fiscal. Par ici, Seigneur. Laurent s'inclina si bas que son nez faillit brosser le tapis. Ils furent assis à la table 4, la station de Sophie. Elle attendit les 30 secondes requises avant d'approcher. Son cœur martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin des pourboires. Son loyer était en retard de 3 semaines et son propriétaire, un homme en sueur nommé M. Henderson, avait menacé de changer les serrures d'ici vendredi. « Bonsoir », dit Sophie, sa voix douce mais ferme. De l'eau pour la table. Alessandro ne leva pas les yeux. Il vérifiait sa montre. Une Patek Philippe vintage. Il agita une main de manière dismissive. Camilla, cependant, leva les yeux. Ses yeux scannèrent Sophie de ses chaussures éraflées à son col effiloché, sa lèvre se recroquevillant avec un dégoût immédiat. Pour Camilla, Sophie n'était pas une personne. Elle était un obstacle à l'attention d'Alessandro. Pétillante, claqua Camilla. Et apportez la carte des vins, la carte des réserves, pas la poubelle de la maison. Certainement, madame.
Sophie se déplaça pour aller chercher le lourd livre relié en cuir. Quand elle revint, elle le plaça délicatement devant Alejandro. Il l'ignora. « Lis-le pour moi, chérie, dit-il à Camilla, sa voix un baryton grave et rocailleux qui vibrait dans la poitrine de Sophie. J'ai mal à la tête. Camilla soupira. Elle ouvrit le livre, ses ongles manucurés tapant contre le parchemin. Mais alors que ses yeux scannaient les pages, son sourire vacilla. Le menu de l'étonnoir n'était pas seulement français. C'était un français archaïque, prétentieux, écrit à la main en écriture cursive détaillant des millésimes et des régions qui nécessitaient une certification de sommelier pour être déchiffrées. Camilla plissa les yeux. Elle tourna une page, puis une autre. Elle rit nerveusement. « Eh bien, Camilla gloussa, jetant ses cheveux. C'est juste du français, n'est-ce pas? Alessandro, pourquoi ne commandons-nous pas simplement le Cabernet? » « Je ne veux pas de Cabernet, » dit Alejandro, levant finalement les yeux. Ses yeux perçaient en Camilla. « Je veux le Bordeaux 82, trouve-le. » Camilla paniqua en scannant la page. Elle pointa une ligne au hasard. « Ici, celle-ci. » Sophie se pencha pour verser l'eau. Ses yeux se tournèrent involontairement vers l'endroit où Camilla pointait. Ce n'était pas un Bordeaux. C'était un vin de table bon marché de la vallée de la Loire majoré pour les touristes. En fait, claqua Camilla, captant le regard de Sophie. Elle se sentait sotte et elle avait besoin d'une cible. Pourquoi ne lui demandez-vous pas? Regardez-la. Camilla rit, un son cristallin cruel qui se propagea à travers le restaurant silencieux. Elle fixe la page comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques. Elle ne peut probablement même pas lire le menu, Alessandro. C'est pathétique. Ces endroits embauchent n'importe qui dans la rue de nos jours. Le restaurant se tut. Les convives voisins se figèrent, les fourchettes planant à mi-chemin de leur bouche. Alejandro se déplaça sur son siège. Il regarda Sophie pour la première fois. La regarda vraiment. Il vit les manchettes effilochées, les yeux fatigués, les chaussures bon marché. « Est-ce vrai? » demanda Alessandro, sa voix dangereusement douce. « Ne pouvez-vous pas lire le menu? » C'était un piège. Si elle disait oui, elle était incompétente. Si elle disait non, elle se disputait avec un client. Une condamnation à mort dans l'industrie des services. Camilla souriait triomphante. « Bien sûr que non. Allez chercher quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Fichez le camp. » Sophie se figea. L'insulte brûlait chaude et blanche dans son estomac. Ce n'était pas la cruauté qui piquait. C'était l'hypothèse de sa stupidité. Il voyait une serveuse. Il voyait une personne sans importance. Il ne voyait pas Sophie Dubois, ancienne prodige du Sborn, fille d'un diplomate déshonoré qui avait passé ses étés d'enfance dans les vignobles de Provence avant que les dettes de jeu de son père ne les forcent à se cacher en Amérique. Sophie saisit fermement la carafe d'eau. Elle devrait partir. Elle devrait appeler Laurent, mais ensuite elle regarda Alessandro. Il ne ricanait pas comme Camilla. Il la regardait avec une curieuse intensité prédatrice. Il attendait de voir si elle craquerait. Sophie prit une inspiration. Elle posa la carafe. Le son fut un doux bruit sourd sur la nappe. Elle se tourna vers Camilla, sa posture se redressant. L'affaissement soumis disparut. « Mademoiselle Poover muscadait de Sèvres et Maine, » dit Sophie. Sa voix avait changé. L'accent américain tremblant était parti, remplacé par la cadence nette, mélodique et autoritaire d'une Parisienne native. Camilla cligna des yeux. « Quoi? » Sophie continua, ses yeux se verrouillant sur ceux d'Alessandro. Elle parla en français, mais la fluidité était si parfaite que cela sonnait comme de la musique. C'est un vin blanc sec, acide, typiquement associé aux huîtres. Ce n'est certainement pas un Bordeaux. Si monsieur désire le 1982, il cherche le château Mouton Rothschild, à la page 14, troisième ligne, à partir du bas. Elle tendit la main, sa main ferme, et tourna les lourdes pages de la carte des vins d'un seul mouvement gracieux. Elle atterrit exactement à la page 14. De plus, Sophie passa à un anglais impeccable et sans accent, sa voix froide et professionnelle.
Le millésime que vous pointiez, mademoiselle, est épuisé. Monsieur Laurent le garde sur la liste seulement pour tester les touristes. Je ne le servirai jamais à un palais aussi raffiné que celui de Monsieur Moretti. Silence. Un silence absolu et suffocant. Monsieur Laurent, qui s'était précipité pour intervenir, dérapa jusqu'à un arrêt, sa bouche béante. Le visage de Camilla devint une nuance violente de cramoisie. Elle bredouilla. « Êtes-vous... Comment osez-vous me parler comme... » Alessandro leva la main. Un doigt. Camilla ferma sa bouche instantanément. Alessandro tourna lentement son regard de la carte des vins vers Sophie. L'ennui était parti de ses yeux. À sa place se trouvait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Intérêt. « Vous parlez français ?» affirma Alessandro. Ce n'était pas une question. « Oui » répondit Sophie, rencontrant son regard. Elle savait qu'elle était probablement renvoyée. Elle s'en fichait. « Et vous connaissez le vin. » « Je sais que servir un muscadet avec un steak serait un crime contre l'humanité, Seigneur. » Un coin de la bouche d'Alessandro tressaillit. C'était presque un sourire. « Quel est votre nom? »« Sophie. »« Sophie. » Il testa le nom, le faisant rouler sur sa langue comme une gorgée de whisky. « Vous n'êtes pas de Brooklyn, n'est-ce pas, Sophie? »« Tout le monde vient de quelque part, Monsieur Moretti. Pour l'instant, je viens simplement de la table 4. » Alessandro la fixa pendant un long et lourd moment, puis il ferma la carte des vins. « Apportez le Rothschild, » commanda-t-il, ne rompant jamais le contact visuel avec elle, « et apportez un autre verre. » Camilla se redressa. « Oh, Alessandro, vous êtes trop gentil. Je... »« Pas pour vous, » dit Alessandro froidement, la coupant. Il gesticula vers le siège vide en face de lui, le siège à côté de Camilla. Pour elle, il pointa Sophie. « Asseyez-vous, Sophie. » Le restaurant entier haleta. Une serveuse assise avec le don. C'était inouï. C'était un suicide. « Monsieur, je ne peux pas, » bégaya Sophie. L'adrénaline s'estompait en peur. « Mon service, Monsieur Laurent va me renvoyer. » Alessandro tourna légèrement la tête vers le gérant terrifiant de pâleur, debout à 1,5 mètres. « Laurent, » dit Alessandro calmement, « Sophie a fini son service. Elle dîne avec moi. Mettez-le sur ma note. Et si elle est renvoyée, l'étau noir brûlera d'ici le matin. Capiche? » Laurent hocha la tête si fort que ses lunettes faillirent tomber. « Oui, Monsieur Moretti. Bien sûr, Sophie. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Sophie regarda la chaise, puis la Camilla furieuse et humiliée, puis les yeux sombres et abyssaux d'Alessandro Moretti. Elle s'assit, et ce fut le moment où sa vie se termina, et le moment où elle commença vraiment. La chaise était en velours, douce et chère, contrastant fortement avec le tabouret en bois rigide sur lequel Sophie se perchait habituellement dans la salle de pause pour manger son pain rassis. Mais elle ne pouvait pas sentir le velours. Elle ne pouvait sentir que le poids du regard d'Alessandro Moretti. C'était lourd, physique, comme une main autour de sa gorge. De l'autre côté de la table, Camilla Russo avait l'air d'avoir avalé un citron entier. Son visage était un masque de fond de teint en ruine et de rage pure et non adultérée. « Alessandro » siffla Camilla, sa voix tremblante. « C'est une blague, n'est-ce pas? Un test? Vous laissez l'aide s'asseoir à notre table? » Alessandro ne la regarda pas. Il regarda Sophie. « Verse le vin, Sophie. » Les mains de Sophie tremblèrent alors qu'elle tendait la main vers la bouteille de Château Mouton Rothschild. C'était un millésime 982 valant plus de 3 mois de son loyer. Elle le décanta avec une facilité exercée, la mémoire musculaire de sa vie passée prenant le dessus. Elle versa une éclaboussure pour qu'Alessandro goûte. Il fit tournoyer le liquide cramoisi foncé, inhala profondément et prit d'une gorgée. Il hocha la tête. Sophie remplit son verre, puis remplit le sien. Elle ne remplit pas celui de Camilla. « Vous m'ignorez » hurla Camilla, claquant sa main sur la table. La coutellerie cliqueta. « Je suis la fille du sénateur Rousseau. Mon père va... » « Votre père, » interrompit Alessandro, sa voix grave et ennuyée. «
me doit 3 faveurs et 4 millions de dollars. Si je lui disais que je vous ai laissé sur le trottoir parce que vous m'ennuyez, il s'excuserait probablement auprès de moi pour le désagrément. La bouche de Camilla s'ouvrit. Sophie, continua Alessandro, reportant son attention sur la serveuse. Parlez-moi du vin. Sophie prit une gorgée. Le goût frappa son palais comme un souvenir. Cassis, cèdre, boîte à cigares. Il goûtait comme l'étude d'un père avant les descentes de police. Il goûtait la sécurité. C'est audacieux, dit Sophie doucement. La structure est impeccable. Les tanins se sont adoucis avec l'âge, mais ils ont toujours de la prise. Il a une longue finale. C'est un survivant. Un survivant, répéta Alessandro. Comme vous? Sophie baissa son verre. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. S'il vous plaît, Camilla ricana, se levant. Elle saisit son sac à main, ses jointures blanches. Je ne reste pas pour cette mascarade. Vous voulez manger avec le rat? Très bien, attrapez des puces. Elle se tourna pour partir en trombe, mais non sans saisir son verre d'or. Avec un sourire narquois et vindicatif, elle jeta le contenu sur Sophie. Cela se produisit au ralenti. Sophie tressaillit, fermant ses yeux, s'attendant au choc glacial. Il ne vint jamais. Elle ouvrit ses yeux. Alessandro s'était déplacé avec une vitesse qui défiait la logique. Sa main était levée, bloquant l'éclaboussure. L'eau goûtait de la manche de sa veste de costume cher sur la nappe. Il n'avait pas renversé une goutte de son vin. Le restaurant redevint silencieux. Même le bruit de la cuisine s'arrêta. Alessandro se leva lentement. Il enleva sa veste mouillée et la tendit à l'un de ses gardes du corps au visage de granit. Puis il regarda Camilla. « Partez », murmura-t-il. Ce n'était pas un cri. C'était un son comme un couvercle de cercueil se refermant. Camilla devint pâle, réalisant qu'elle venait d'agresser un capot. Elle se retourna et courut, ses talons claquant frénétiquement contre le parquet jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit pluvieuse. Alessandro se rassit. Il était maintenant en chemise habillée, le tissu blanc se tendant contre de larges épaules, un étui d'armes clairement visible sous son bras gauche. Il ne se souciait pas de le cacher. « Mes excuses, dit-il à Sophie. Les ordures ont été sorties. » Sophie le fixa. « Pourquoi avez-vous fait ça? »« Parce que vous savez la différence entre un muscadet et un bordeaux, dit-il, coupant dans son steak. Et parce que vous avez les yeux d'une femme qui fuit quelque chose, et je déteste le potentiel gaspillé. » Il prit une bouchée de steak, mâcha lentement, puis pointa sa fourchette sur elle. « Mangez. Vous avez l'air de n'avoir pas vu de protéines depuis une semaine. » Sophie prit sa fourchette. Elle était affamée. L'odeur de l'entrecôte était enivrante. Elle prit une bouchée, réprimant un gémissement de plaisir. « Alors, » dit Alessandro, faisant tournoyer son vin, « Sophie, pas de nom de famille, français parfait, connaissance des millésimes haut de gamme, travaillant un travail sans issue dans un endroit où le manager vous terrifie. Laissez-moi deviner. » Il se pencha, ses yeux sombres se rétrécissant. « Mondaine déshonorée. Non, vous êtes trop dur pour ça. Femme en fuite, non. Pas de marque de bague sur votre doigt. Cela laisse des problèmes de famille. » Sophie se figea. Elle posa sa fourchette. « Je suis juste une serveuse, Monsieur Moretti. » Menteuse. Il sourit. C'était un sourire de loup montrant des dents blanches parfaites. « Vous êtes la fille d'Arthur Dubois. » Le verre glissa des doigts de Sophie. Il frappa la table, se brisant. Vin rouge. Le Rothschild cher de 1982 saignait sur la nappe blanche comme une blessure par balle. « Comment? » murmura Sophie, son sang se glaçant. « Comment connaissez-vous ce nom? » « Votre père était une légende dans les cercles de contrebande, » dit Alessandro, indifférent au désordre. Il fit signe à Laurent pour une serviette. Il déplaçait de l'or, des gemmes, des informations. Le diplomate, il l'appelait. Puis, il y a 3 ans, il disparut avec quelque chose de très précieux,
quelque chose qui ne lui appartenait pas. L'expression d'Alessandro s'endurcit, quelque chose qui appartenait à la famille Moretti. Sophie repoussa sa chaise, la panique lui serrant la gorge. « Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas vu depuis 3 ans. S'il vous plaît, je veux juste rentrer à la maison. » « Vous ne pouvez pas rentrer à la maison, Sophie, » dit Alessandro doucement. « Pourquoi pas? » « Parce que si je vous ai trouvé, » il hocha la tête vers la fenêtre où des SUV sombres tournaient au ralenti sous la pluie. « Alors Stefano Greco vous a trouvé aussi. Et contrairement à moi, Greco n'aime pas le vin, il aime le sang. » Comme sur commande, la fenêtre avant de l'étau-noir se brisa vers l'intérieur. Le son n'était pas un fracas. C'était une explosion de cristal. Des éclats de verre giclaient à travers la salle à manger comme de la poussière de diamant. Des cris éclatèrent. Les clients plongèrent sous les tables. Sophie n'eut pas le temps de crier. Avant que son cerveau ne puisse traiter la fusillade en roulant, un poids lourd la frappa, renversant sa chaise en arrière. Alessandro était sur elle, protégeant son corps avec le sien. Elle sentit la chaleur dure de sa poitrine, l'odeur de poudre à canon et d'eau de Cologne chère remplissant son nez. Pop, 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 pop. Des balles déchiquetèrent le rembourrage en velours de la banquette où il s'était tenu quelques secondes plus tôt. Des bouteilles derrière le bar explosèrent, faisant pleuvoir de l'alcool et du verre sur le barman recroquevillé. « Restez à terre !» rugit Alessandro, sa voix forte de manière autoritaire. Coupant à travers le chaos, il sortit son pistolet. Un pistolet élégant noir mat de son étui. Il tira 3 coups vers la fenêtre brisée, calculé et calme, supprimant les assaillants à l'extérieur. « Dante, par derrière !» aboya Alessandro. L'un des gardes du corps, celui appelé Dante, était déjà en mouvement, renversant une table pour se couvrir et ripostant. Sophie tremblait si fort que ses dents claquaient. « Que se passe-t-il? Qui sont-ils? » « Greco !» cracha Alessandro. Il la regarda, son visage à quelques centimètres du sien. Il y avait une tache de sang sur sa joue, une petite coupure de verre volant. « Il vous veut. Il pense que vous avez la clé. »« La clé de quoi? Je n'ai rien !» cria Sophie, des larmes se mêlant à la poussière sur son visage. « Nous bougeons maintenant. » Alessandro lui saisit le bras. Sa prise était de fer. Il la hissa, la maintenant basse, courbée en deux alors qu'ils couraient vers la cuisine. Ils traversèrent les portes battantes, effrayant les chefs. « Par derrière, allez !» ordonna Alessandro au personnel. Il n'aura pas besoin de se le faire dire 2 fois. La brigade de cuisine s'enfuit dans l'allée. Alessandro traîna Sophie à travers la vapeur et la graisse de la cuisine, par la lourde porte arrière en acier et dans l'allée glissante de pluie. Un SUV blindé noir freina brusquement devant eux. La porte s'ouvrit en coulissant. « Montez !» Alessandro la poussa à l'intérieur et plongea après elle. Les pneus crissaient, fumant contre l'asphalte, alors que la voiture décollait juste au moment où une moto tournait le coin, le conducteur levant une mitraillette. Des balles rebondirent inoffensivement sur le verre renforcé du SUV. Sophie, blottie dans le coin du siège en cuir, serrant ses genoux. Elle était trempée, tremblante et sous le choc. Alessandro s'assit en face d'elle. Il rangea son pistolet et redressa ses manchettes. Il avait l'air agaçamment calme, comme s'il venait de quitter une réunion d'affaires ennuyeuse plutôt qu'une fusillade. « Êtes-vous touché? » demanda-t-il. Sophie se vérifia. « Non, non, je ne crois pas. » Elle le regarda. « Vous saignez. » Alessandro toucha sa joue, regardant le sang sur ses doigts. « Ce n'est rien. » Il ouvrit un compartiment dans l'accoudoir et en sortit une bouteille d'eau et une serviette. Il les lui lança. « Nettoie-toi. Tu ressembles à un fantôme. » Sophie s'essuya le visage. « Vous avez dit qu'ils veulent la clé. » « Quelle clé? Mon père ne nous a laissé que des dettes. Nous avons perdu le vignoble, l'appartement à Paris, tout. J'ai fait des services à table pendant 2 ans juste pour garder un toit au-dessus de ma tête. » Alessandro la regarda, analysant ses micro-expressions.
Il était un détecteur de mensonges humains entraîné par les maîtres les plus durs du monde souterrain. Il vit la peur, la confusion et l'épuisement. Il ne vit pas de tromperie. Arthur n'a pas seulement volé de l'argent, Sophie. Il a volé un registre, un disque chiffré contenant les numéros d'acheminement pour les comptes offshore de l'ensemble du syndicat de la côte Est. Greco le veut pour prendre le contrôle de la ville. Je voulais l'arrêter. Je ne l'ai pas, insista Sophie. Peut-être pas sciemment, dit Alessandro, mais Arthur était un fou sentimental. Il l'aurait caché quelque part près de toi, quelque part en sécurité. La voiture ralentit. Sophie regarda par la fenêtre. Ils n'étaient plus à Manhattan. Ils traversaient un pont, se dirigeant vers les contours industriels plus sombres des docks. Mais ensuite, la voiture se déporta vers un gratte-ciel planant au-dessus de la rivière. « Où allons-nous ?»« Chez moi, dit Alessandro. »« Non, paniqua Sophie. Emmenez-moi à mon appartement. J'ai besoin de mes affaires. Le médaillon de ma mère est là. » Alessandro soupira. Il tapota la cloison. Chauffeur détourné vers le Queens, 42e rue. « Monsieur, ce n'est pas sûr, grogna le chauffeur, un homme au cou épais. « Faites-le, commanda Alessandro. Le trajet vers le Queens fut silencieux. Quand ils s'arrêtèrent devant l'immeuble de Sophie, un immeuble en briques délabré avec de la peinture qui s'écaillait, Alessandro fit signe à ses hommes d'attendre. « Je monte avec vous, dit-il. »« Je peux faire ma valise seule, » claqua Sophie, essayant de récupérer une miette de dignité. « Sophie, dit Alessandro, sa voix baissant d'une octave, regardez votre porte. » Sophie leva les yeux vers la fenêtre du 2e étage. La lumière était allumée. Elle ne laissait jamais la lumière allumée. Elle s'échappa de la voiture. « Sophie, attendez !» Alessandro jura et courut d'après elle. Sophie monta les escaliers 2 par 2. Elle atteignit sa porte. La serrure était cassée. Le bois était éclaté autour du cadre. Elle la poussa. Son cri mourut dans sa gorge. L'appartement avait été éviscéré. Le matelas était éventré. Le rembourrage se déversait comme des entrailles. La commode bon marché était brisée. Ses vêtements étaient déchirés et éparpillés. Les planchers avaient été soulevés. Même le papier peint s'écaillait. « Non, gémit-elle. Elle tomba à genoux, rampant à travers les débris. « Non. » Elle atteignit sous les restes brisés de son lit, cherchant une planche de plancher large qu'elle utilisait comme coffre-fort. C'était vide. Le médaillon, sanglota-t-elle. Ils ont pris le médaillon. Il y avait la seule photo de ma mère à l'intérieur. Alessandro entra dans la pièce. Il inspecta la destruction avec un regard froid et calculateur. C'était le travail de Greco. Désordonné, brutal, bruyant. Il marcha vers l'endroit où Sophie était agenouillée dans les ruines de sa vie. Il n'offrit pas de platitude vide. Il ne dit pas « ça ira bien ». Il s'accroupit, son pantalon de costume cher touchant le sol sale. Il tendit la main et lui leva le menton pour qu'elle doive le regarder. « Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient », dit Alessandro. « Ils ont tout pris », cria Sophie. « Ils ont pris des ordures et des bibelots. S'ils avaient trouvé le disque, ils auraient brûlé ce bâtiment pour couvrir leurs traces. Ils chassent toujours. » Il se leva et lui tendit une main. « Vous n'avez plus rien ici, Sophie. Pas de travail, pas de maison, pas de passé. » Sophie regarda sa main. Elle était grande, cailleuse et ferme, la main d'un tueur. Mais pour l'instant, c'était la seule chose au monde qui n'était pas cassée. « Venez avec moi, dit Alessandro. Je vous rendrai votre médaillon. Je réglerai les dettes de votre père. Mais vous devez m'appartenir maintenant. »« M'appartenir, murmura Sophie. Comme une possession. Comme un partenaire, corrigea Alessandro. J'ai besoin de votre cerveau. Vous avez besoin de ma protection jusqu'à ce que Greco soit mort. Vous êtes Sophie Moretti. » Sophie hésita. Puis, alors que les sirènes commençaient à hurler au loin, elle plaça sa main dans la sienne. Il la tira, la serra contre lui, et pendant une brève seconde, elle se sentit en sécurité.
Rentrons à la maison, dit-il. Le penthouse n'était pas une maison. C'était une forteresse dans le ciel. L'ascenseur s'ouvrait directement sur un salon plus grand que l'immeuble d'appartement entier de Sophie. Des murs de verre du sol au plafond donnaient sur l'étendue scintillante de Manhattan. Le mobilier était moderne, italien et austère. Tout était noir, blanc ou chrome. C'était beau, froid et entièrement masculin. Dante, aboya Alessandro en entrant, sécurise le périmètre, double la garde dans le hall. Personne ne monte à moins que je ne l'autorise. Dis au chef de préparer quelque chose de léger et d'appeler un médecin. Je n'ai pas besoin de médecin, dit Sophie, se serrant dans ses bras. Elle portait toujours son uniforme de serveuse, maintenant taché de vin et de poussière. Elle se sentait ridiculement déplacée. Vous avez des coupures sur les bras dus au vert, dit Alessandro. Desserrant sa cravate, il marcha vers un bar humide et versa 2 verres de liquide ambré. Il revint et lui en tendit un. Cognac, bois. Sophie prit une gorgée. Ça brûlait, mais ça calma ses nerfs. Il y a une chambre d'amis au bout du couloir, gesticula Alessandro. Il y a des vêtements dans le placard. Les vieilles affaires de ma sœur, elle les laisse ici. Elles devraient vous aller. Douchez-vous, changez-vous, puis venez à mon bureau. Et si je refuse? Demanda Sophie, une étincelle de sa défiance revenant. Alessandro marqua une pause. Il la regarda avec cette intensité qui rendait ses genoux faibles. La porte est déverrouillée, Sophie. Vous pouvez partir quand vous voulez. Mais dehors, vous êtes une proie. Ici, vous êtes une invitée. Choisissez. Il se tourna et marcha vers un ensemble de lourdes doubles portes, la laissant seule dans l'immense pièce. Sophie fixa l'ascenseur. Elle pouvait courir. Elle pouvait aller à la police, mais la police était probablement sur la paix de Greco ou d'Alessandro. Son père lui avait enseigné cela. Il n'y a pas de loi, dit. En pouvoir, disait Arthur, seulement le pouvoir. Elle se retourna et alla à la chambre d'amis. La douche était une cascade d'eau chaude qui lava la saleté du restaurant et la poussière de son appartement détruit. Elle frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rose. Elle sortit et trouva les vêtements mentionnés par Alessandro. Des chemisiers en soie, des poules en cachemire. Elle choisit une simple chemise blanche surdimensionnée et des leggings noirs. Elle se regarda dans le miroir. La fille qui la regardait en retour semblait différente, plus dure. Elle marcha vers le bureau. Les portes étaient ouvertes. À l'intérieur, la pièce était bordée de livres. Alessandro était assis derrière un bureau massif en acajou, entouré de moniteurs et de piles de papier. Il s'était changé en un t-shirt noir, révélant des bras musclés couverts de tatouages, une encre complexe qui ressemblait à des vignes et des épines s'enroulant autour de ses biceps. Mieux, dit-il, ne levant pas les yeux d'un document. Vous avez dit que vous aviez besoin de mon cerveau, dit Sophie, debout devant le bureau. Je suppose que vous n'avez pas besoin que je récite des millésimes de vin. Alessandro fit glisser un morceau de papier sur le bureau. Il était vieux, jauni et couvert de chiffres manuscrits. C'est une lettre que votre père m'a envoyée 3 jours avant de disparaître, dit Alessandro. Nous l'avons interceptée. Mais nous ne l'avons jamais déchiffrée. Mes cryptographes disent que c'est du carabia. Poésie française aléatoire. Sophie ramassa le papier, son souffle se coupa. Elle reconnut l'écriture immédiatement. Les L bouclés, les T nets. Ce n'est pas aléatoire, murmura-t-elle. Lisez-le. Aucun. Sophie scanna le texte. Le clair de lune brille sur le vignoble oublié où le renard dort sous la 9e pierre, traduisit-elle. Nous savons ce que ça dit en anglais, dit Alessandro impatiemment. Mais cela ne signifie rien. Il n'y a pas de vignoble, pas de renard. C'est un code de livre, dit Sophie, son esprit retournant en course à son enfance. Mon père, il avait l'habitude de me lire des histoires spécifiques. Le Petit Prince, Les Misérables, Miss Octi-Eye. Elle tapota le papier. Le renard fait référence aux fables d'Ésope, l'édition de 1890.
Il avait une première édition dans sa bibliothèque. Alessandro se leva. Et la 9e pierre, page 9, ou la 9e fable, le renard et les raisins. Sophie regarda Alessandro. Il ne vous disait pas où était l'argent, il vous disait où est la clé. Où? Demanda Alessandro, se penchant sur le bureau. Le vignoble oublié, médita Sophie. Elle ferma les yeux. Quand j'avais 10 ans, nous avons enterré une capsule temporelle dans le vieux vignoble en Provence. Avant que nous perdions le domaine, vous savez, mais bon, de passant moyenne, nous l'avons enterré sous la 9e pierre du mur du jardin. Les yeux d'Alessandro s'écarquillèrent. Provence, le disque est en France. S'il ne l'a pas déplacé, dit Sophie. Nous devons y aller, dit Alessandro instantanément. Il appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. Dante, prépare le jet. Nous partons pour Marseille dans 1 heure. Attendez, cria Sophie. Je ne vais pas en France avec vous. Je suis recherché par les autorités françaises pour les dettes de mon père. Alessandro fit le tour du bureau. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. L'air entre eux crépitait d'électricité. Je possède les douanes françaises à Marseille, dit-il. Vous ne serez pas arrêté, mais vous êtes la seule qui peut trouver cette pierre. Vous êtes les seuls qui connaissent l'agencement du domaine. Il tendit la main et rangea une mèche de cheveux mouillés derrière son oreille. Son toucher était doux, en désaccord avec la violence de la nuit. Aidez-moi à trouver le disque, Sophie. Aidez-moi à détruire Gréco et je vous rendrai votre vie. J'effacerai vos dettes. Je vous achèterai l'étonnoir si vous le voulez. Je ne veux pas le restaurant, dit Sophie essoufflée. Je veux mon père. Le visage d'Alessandro s'assombrit. Il détourna le regard pendant une fraction de seconde, une hésitation que Sophie perçut. « Quoi ?» demanda-t-elle vivement. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?»« Sophie, est-il mort ?» Sa voix se brisa. « Dites-moi. » Alessandro lui saisit les épaules. « Il n'est pas mort, mais il n'est pas disparu, Sophie. Il ne s'est pas enfui. »« Alors où est-il ?» Alessandro prit une profonde inspiration. Il est dans le donjon de la villa de Stefano Greco en Toscane. Il y est depuis 3 ans. La lettre, elle n'a pas été envoyée avant qu'il ne disparaisse. Elle a été passée en contrebande la semaine dernière. Le monde de Sophie bascula. Il est vivant. Et vous saviez. Je suspectais. La lettre l'a confirmé. Nous devons aller le chercher, cria Sophie se retirant. Oubliez le disque. Nous devons le sauver. Nous ne pouvons pas le sauver sans le disque, rugit Alessandro en retour. Greco le retient en otage pour obtenir les codes. Si nous prenons d'assaut la villa, il tue Arthur. Si nous lui donnons le disque, il tue Arthur. La seule façon est d'obtenir le disque d'abord. Déchiffrer les comptes et geler les avoirs de Greco. Si nous le mettons en faillite, son armée part, alors nous entrons. Sophie le fixa, sa poitrine haletante. Les enjeux venaient de monter en flèche. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était la vie de son père. Elle regarda l'homme debout devant elle, le don de la mafia, le monstre. C'était son seul espoir. « France », dit Sophie, sa voix calme. « Nous allons en France. » Alessandro hocha la tête. « Prenez votre manteau. » Alors que Sophie se tournait pour partir, elle remarqua un dossier sur le coin de son bureau. Il était à moitié ouvert. Elle vit une photo attachée au devant. C'était une photo d'elle prise de l'autre côté de la rue de l'Étonnoir il y a 2 semaines. Elle se figea. « Vous saviez, murmura-t-elle. » Elle se tourna vers lui, la trahison lui piquant les yeux. « Vous n'êtes pas venu au restaurant pour dîner. Vous êtes venu pour moi. » Alessandro ne le nia pas. Il se tenait droit, l'obscurité de la ville l'encadrant. « Je suis venu voir si la fille d'Arthur Dubois valait la peine, dit-il calmement. Et Sophie défia, les larmes montant. « Suis-je » Alessandro marcha vers elle. Il ne s'arrêta pas avant que sa poitrine n'effleure la sienne. Il la regarda, ses yeux brûlants d'un mélange de possessivité et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. « Lisez le menu, Sophie, » murmura-t-il, faisant écho au début de la nuit.
Vous valez, dit-il sa voix rugueuse, de brûler le monde entier. Le jet privé atterrit sur une piste d'atterrissage privée près de Marseille, juste au moment où le soleil commençait à saigner sur l'horizon, peignant la campagne française en violet et or meurtri. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le vol. Alessandro passa la majeure partie de son temps sur son téléphone satellite chiffré, aboyant des ordres en italien à ses soldats à New York et coordonnant une équipe de frappe en Toscane. Sophie passa le temps à regarder par la fenêtre, tordant le tissu de ses leggings empruntés. Son esprit était une zone de guerre de souvenirs. Une voiture de location anodine, une Peugeot poussiéreuse, les attendait. Alessandro conduisait. Il conduisait comme il faisait tout le reste, avec précision et une confiance agressive. « Nous sommes proches, dit Sophie après 1 heure de route sinueuse bordée de cyprès. Tournez à gauche au prochain carrefour. Le goudron se termine là. » Ils tournèrent sur un chemin de gravier. Le panneau, à moitié mangé par le lierre, lisait « Château du Bois ». Le domaine était un squelette de son ancien moi. La maison principale, autrefois un manoir tentaculaire en pierre jaune chaude, était barricadée, le toit s'affaissant. Mais le vignoble était sauvage. Des vignes qui avaient autrefois produit du syrah primé étaient maintenant emmêlées, un fourré épineux étouffant la vie du sol. « Arrêtez ici, murmura Sophie. Nous devons marcher. Le bruit du moteur se fera entendre. » Alessandro coupa le moteur. Il tendit la main dans la banquette arrière et sortit un sac de sport. Il donna une lampe de poche à Sophie, mais garda sa main sur son étui. « Restez derrière moi. Si vous voyez quelqu'un, vous vous jetez au sol. Ne criez pas, ne courez pas. Oh, compris. » « J'ai grandi en jouant à cache-cache dans ses rangs, Alessandro, » dit Sophie, sortant dans l'air frais du matin. L'odeur de thym sauvage et de terre humide la frappa, lui faisant mal à la poitrine. « Je sais comment disparaître ici. » Ils se déplacèrent à travers les rangs envahis. Le silence était lourd, brisé seulement par le craquement des feuilles sèches sous leurs bottes. « Le mur du jardin est sur le côté nord, » indiqua Sophie. Ils atteignirent le vieux mur de pierre qui bordait la propriété. Il était couvert de mousse. Sophie compta les pierres, son souffle tremblant. 1, 2, 3, ici. Elle pointa une grande pierre de rivière plate près de la base, la 9e pierre. Alessandro s'agenouilla. Il sortit un couteau de sa botte et le coinça sous la pierre. Avec un grognement d'effort, il la souleva. Dessus, nichée dans la terre, se trouvait une boîte en fer blanc rouillé, une boîte à biscuits. Sophie tomba à genoux et la saisit. Ses mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait pas soulever le couvercle. Les grandes mains d'Alessandro couvrirent les siennes. « Laissez-moi. » Il fit sauter le couvercle. À l'intérieur, l'odeur de papier moisi s'échappa. Il y avait des bibelots d'enfance, une fleur séchée, un soldat jouet, un dessin de cheval et collé au fond de la boîte, un lecteur USB argenté. « Il l'a fait, » murmura Sophie, des larmes débordant. « Il l'a vraiment caché ici. »« Sécurise-le, » dit Alessandro, ses yeux scannant la lisière des arbres. « Nous avons ce dont nous avons besoin maintenant. Nous, » clic, le son était inconfondable, le réarmement d'un marteau. « Ne bougez pas, » ricana une voix de l'obscurité des vignes. « Et lâchez le pistolet, Moretti, à moins que vous ne vouliez que le cerveau de la fille fertilise les raisins. » Alessandro devint rigide. Lentement, il leva ses mains. Des ombres sortirent 3 hommes. Le chef était une montagne de muscles, avec une cicatrice traversant son sourcil gauche. Il tenait une mitraillette MP5 silencieuse pointée directement sur la poitrine de Sophie. « Luca !» le salua Alessandro, sa voix désinvolture ennuyée. « Je vois que Greco vous a laissé sortir de votre laisse. »« Il savait que tu viendrais pour l'héritage de la fille, » sourit Luca. « Remets le disque. »« Ou quoi ?» demanda Alessandro. « Ou je la tue, je prends le disque, et je te laisse ici pour les corbeaux. » Alessandro regarda Sophie. Ses yeux communiquaient un message silencieux. « Fais-moi confiance. » « Très bien, » dit Alessandro.
Il tendit la main dans la boîte, saisit le disque et le souleva. L'argent scintilla dans la lumière de l'aube. « Vous le voulez? » Et attrapez. Alessandro jeta le disque haut en l'air vers l'épais fourré d'épines à sa droite. Les yeux de Luca suivirent instinctivement l'arc de l'objet argenté. Cette fraction de seconde fut tout ce dont Alessandro eut besoin. Il n'alla pas chercher son pistolet. Il se jeta sur Sophie, la plaquant dans la terre derrière le mur de pierre, juste au moment où Luca appuyait sur la gâchette. Des balles ébréchèrent la pierre à quelques centimètres au-dessus de leur tête. « Restez à terre !» rugit Alessandro. Il roula sur le dos, tirant son pistolet d'un mouvement fluide, et tira à l'aveuglette par-dessus le mur. Un cri retentit. L'un des hommes de main tomba. « Allez aux vignes !» commanda Alessandro, saisissant le col de Sophie et la traînant dans l'épaisse couverture des vignes envahies. Ils se précipitèrent à quatre pattes à travers la terre, des épines déchirant les vêtements et la peau de Sophie. Derrière eux, de lourds pas craquèrent. « Dispersez-vous, trouvez-les » cria Luca. « Le disque » siffla Sophie, la panique la saisissant. « Vous l'avez jeté !»« J'ai jeté le soldat jouet » serra Alessandro les dents, rechargeant son chargeur alors qu'il se blottissait derrière un tronc épais et noueux. Il tapota sa poche de poitrine. « Le disque est juste ici. » Sophie le fixa. « Vous êtes fou. »« Je suis pratique. Maintenant écoutez. Je vais attirer leur feu. Vous courez vers la voiture. Ne regardez pas en arrière. » « Non. » Sophie saisit son bras. « Je ne vous quitte pas. » Alessandro la regarda. Pendant un moment, le masque du don glissa, révélant un homme terrifié à l'idée de perdre la seule chose qu'il venait de trouver. « Sophie, s'il te plaît. »« Il flanque à gauche, » murmura Sophie, ses oreilles attentives au son du vignoble qu'elle connaissait par cœur. Elle pointa. « Il y a un vieux fossé d'irrigation à 10 verges par là. Il mène à la route. Nous pouvons tous les deux y arriver. » Alessandro regarda la direction qu'elle pointait, puis il la regarda avec un sourire féroce. « Montrez le chemin, mademoiselle. » Ils bougèrent ensemble, une unité synchronisée. Ils glissèrent dans le fossé sec juste au moment où les balles déchiquetaient les vignes où ils s'étaient tenus. Ils coururent une pas, poumons brûlants, jusqu'à ce que la voiture apparaisse. Alessandro sauta sur le siège du conducteur. Sophie sur le siège passager. Il accéléra le moteur, faisant pivoter la voiture dans une gerbe de gravier juste au moment où Luca sortit de la lisière des arbres, tirant follement. Le pare-brise arrière se brisa. Sophie hurla, se baissant. Alessandro passa la vitesse et appuya à fond. La Peugeot rugit sur la piste de terre, laissant le tireur dans la poussière. « Êtes-vous touché ?» cria Alessandro par-dessus le vent, se précipitant à travers la fenêtre brisée. « Non !» Sophie se vérifia. Elle saignait des raflures d'épines, mais pas de trous de balles. Elle regarda Alessandro. Il souriait. Un sourire féroce alimenté par l'adrénaline. « Tu as bien fait, Sophie. » Il rit. « Tu as très bien fait. » Sophie regarda l'homme à côté d'elle. Dangereux, létal et actuellement la chose la plus exaltante qu'elle ait jamais connue. « En Toscane ?» demanda-t-elle, sa voix se stabilisant. Le sourire d'Alessandro s'estompa, remplacé par une froide détermination. « En Toscane, pour tuer un monstre. » La villa de Stefano Greco était une forteresse construite sur de l'argent sale, nichée dans les collines vallonnées de Toscane. Elle était belle, ancienne et pourrissante de l'intérieur. La nuit était tombée quand Alessandro et Sophie arrivèrent. Ils ne se faufilèrent pas cette fois. Ils conduisirent directement jusqu'au portail d'entrée dans une Mercedes noire que les contacts d'Alessandro avaient fournie. Alessandro portait un nouveau costume, noir sur noir. Sophie portait une robe rouge, non pas l'uniforme bon marché de l'étau noir, mais une robe de soie qu'Alessandro avait procurée à Florence. Elle ressemblait à une reine. Elle se sentait comme un sacrifice. « Souvenez-vous du plan » dit Alessandro alors que les portes de fer s'ouvraient en grinçant. « Vous êtes le levier, je suis l'acheteur, nous ne montrons pas la peur. »
Je n'ai pas peur, démentit Sophie. Bien, parce que Greco se nourrit de peur. Ils furent escortés par des gardes armés dans le hall principal. C'était une pièce caverneuse remplie d'or de la Renaissance et d'une odeur distincte de soufre. Stefano Greco était assis à la tête d'une longue table de banquet. C'était un petit homme gras aux yeux morts et à un sourire qui montrait trop de gencives. « Alessandro !» Greco ouvrit grand les bras. Et la petite serveuse. « Bienvenue, bienvenue. J'espère que le vol a été confortable. » « Coupez les amabilités, c'est Stefano, » dit Alessandro, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Il ne s'assit pas. Il se tenait derrière la chaise de Sophie, sa main reposant protectrice sur son épaule. « Nous avons le disque. »« Vous l'avez » Greco sirota son vin. « Montrez-moi. » Alessandro sortit la clé USB argentée de sa poche et la plaça sur la table. « Arthur Dubois. » Maintenant, Greco claqua des doigts. Une porte latérale s'ouvrit. 2 gardes traînèrent un homme. Sophie allaita. « Papa !» Arthur Dubois était une ombre de l'homme qu'il était autrefois. Maigre, contusionné, un œil enflé et fermé. Il trébucha, à peine capable de marcher. « Sophie !» quoiça Arthur, levant sa tête. « Non, non, Sophie, cours !»« Laissez-le partir !» exigea Sophie, commençant à se lever. La main d'Alessandro la retint fermement. « Le disque d'abord !» sourit Greco. Il prit la clé USB. Il la brancha sur un ordinateur portable posé sur la table. Il tapa un instant, puis il fronça les sourcils. « C'est chiffré !» cracha Greco. Verrouillage biométrique, reconnaissance vocale. Il regarda Sophie. « Ingénieux Arthur » ricana Greco. Il a fait de sa fille le mot de passe. Alessandro resserra sa prise sur l'épaule de Sophie. Elle va le déverrouiller. Une fois qu'Arthur sera dans la voiture et à mi-chemin de l'aéroport. Greco rit. C'était un son sec et rauque. « Vous n'êtes pas en position de négocier, mon garçon. J'ai 50 hommes sur ces terrains. Vous avez une serveuse. » Greco sortit un pistolet de sous la table et le pointa sur la tête d'Arthur. « Déverrouillez le disque, Sophie, ou papa peint le mur. »« Non !» hurla Sophie. « Fais-le !» Greco arma le marteau. Sophie regarda Alessandro. Son visage était illisible. Un masque de pierre, mais sa main sur son épaule serra 2 fois. Un signal. Sophie se leva. Elle marcha vers l'ordinateur portable à l'autre bout de la table. Elle sentit les yeux de chaque garde sur elle. Elle se pencha sur l'ordinateur. L'invite sur l'écran demandait une phrase vocale. Elle regarda Greco dans les yeux. « Vous voulez le code ?» demanda-t-elle. « Je veux le monde, ma chère. Donnez-le-moi. » Sophie se pencha vers le microphone. « Le renard connaît de nombreux tours, parla-t-elle clairement en français. Mais le hérisson en connaît un grand. » L'écran clignota vert. Accès accordé. Des fichiers commencèrent à défiler. Compte bancaire, numéro d'acheminement, le plan de tout le syndicat. Les yeux de Greco s'écarquillèrent de cupidité. « Oui, oui, tout est là. » Il leva les yeux vers ses gardes. « Tuez-les, tous. » Sophie se figea. « Un accord est un accord, Stefano, » dit Alessandro, sa voix tombant à un grognement terrifiant. « Je suis un criminel, Alessandro, » rit Greco, distrait par l'écran. « Je ne fais pas d'accord, je fais des cadavres. »« Moi aussi, » dit Alessandro, et puis les lumières s'éteignirent. Obscurité totale, puis le chaos. Alessandro bougea avant même que les lumières ne s'éteignent complètement. Il avait coupé la ligne électrique principale via un déclencheur à distance dans sa poche. Une minuterie réglée au moment où Sophie prononça le code. Dans le noir absolu, des coups de feu éclatèrent. Alessandro plaqua Sophie, protégeant son corps, alors qu'il tirait 3 coups dans la direction des gardes de Greco. Il avait des contacts de vision nocturne. Non. « Prends Arthur !» rugit Alessandro. Sophie se précipita sur le sol, rampant vers l'endroit où son père était tombé. « Papa! Papa! » Elle trouva sa main frêle. « Je te tiens !» allaita Arthur. « Va-t'en !»
Pas sans vous. Soudainement, les lumières d'urgence s'allumèrent, rouges tamisées, baignant la pièce de la couleur du sang. Alessandro était un flou de mouvements. Il combattait deux gardes à la fois. Ses mouvements efficaces et brutaux. Il désarma l'un, l'utilisa comme bouclier contre l'autre et déblaya le chemin. Mais Greco était parti. L'ordinateur portable était parti. Il a couru, cria Alessandro. Emmène ton père à la voiture. Dante attend à la porte arrière. Où allez-vous? Hurla Sophie, hissant son père. Pour finir ça. Alessandro se tourna et sprinta vers la porte latérale. Sophie traîna son père à travers le chaos, esquivant les tables renversées. Ils débouchèrent dans la cour où la Mercedes attendait. Dante, le garde du corps loyal, était là, tirant des tirs de couverture. « Entrez !» cria Dante. Sophie poussa son père sur la banquette arrière, mais elle n'entra pas. Elle regarda en arrière vers la villa au son des coupes de feu. « Va-t'en !» Sophie claqua la porte. « Mette-le en sécurité, Sophie. »« Non !» cria Arthur de l'intérieur. « Conduis Dante !» ordonna Sophie. La voiture démarra en trombe. Sophie se tourna et courut de nouveau dans la villa. Elle n'était plus une serveuse. Elle n'était pas une victime. Elle était une femme amoureuse d'un roi et elle ne le laisserait pas mourir seule. Elle les trouva dans la bibliothèque. Greco était coincé derrière un lourd bureau en chêne, serrant l'ordinateur portable. Alessandro était derrière un pilier de marbre, ses munitions clairement faibles. « C'est fini, Alessandro !» cria Greco. « J'ai les comptes. Je transfère les fonds maintenant. Vous n'avez rien. » Alessandro cria en retour. Sophie vit le doigt de Greco planer au-dessus de la touche entrée. Elle scanna la pièce. Elle vit un lourd buste en bronze de Jules César sur une étagère au-dessus de la tête de Greco. L'étagère était soutenue par un seul support en bois. Sophie n'avait pas de pistolet. Elle avait une bouteille de vin qu'elle avait saisie sur la table de banquet. Une lourde bouteille, mon homme. Elle ne pensa pas, elle agit, et elle jeta la bouteille de toutes ses soies. Elle n'était pas visée sur Greco, elle était visée sur le support. La bouteille s'écrasa dans le bois. Le support se brisa. Le buste en bronze chuta. Il s'écrasa sur le bras de Greco avec un craquement écœurant. Greco hurla, lâchant l'ordinateur portable. Le pistolet dérapa. Alessandro sortit du pilier. Il n'hésita pas. Il leva son pistolet et tira un seul et dernier coup. Stefano Greco s'effondra en avant. Le silence reprit la pièce. Alessandro se tenait là, poitrine haletante. Il regarda l'homme mort, puis l'ordinateur portable, puis Sophie debout dans l'embrasure de la porte, haletante, sa robe rouge déchirée, ses mains vides. Il marcha vers elle. Il ne dit pas un mot. Il saisit son visage dans ses mains et l'embrassa. C'était un baiser de survie, d'adrénaline, de possession absolue. Il goûtait le sang et la victoire. Il se retira, posant son front contre le sien. « Je t'ai dit de monter dans la voiture, » murmura-t-il rudement. « Je ne prends pas d'ordre. »« Eh bien, » murmura Sophie en retour, « je suis française. » Alessandro laissa échapper un rire haletant. Il regarda l'ordinateur portable. « Il n'a pas transféré l'argent, n'est-ce pas ?» demanda Sophie. « Non, » dit Alessandro, « parce que le code que tu lui as donné n'a pas déverrouillé les fonds. Il a téléchargé un virus qui vient d'effacer tous les serveurs qu'il possède. Il est mort ruiné. » Sophie sourit. Le hérisson connaît un grand tour. Alessandro la souleva dans ses bras, ignorant ses protestations. « Rentrons à la maison, Sophie. Je meurs de faim. » 6 mois plus tard, la pluie à Manhattan était douce cette fois. À l'intérieur de l'étau noir, l'atmosphère bourdonnait. Le restaurant était sous nouvelle direction. Sophie se déplaçait à travers les tables, non comme une servante, mais comme la propriétaire. Elle portait un tailleur. La tête haute, elle s'arrêta à la table 4. Arthur Dubois y était assis, ayant l'air en bonne santé, sirotant un thé, lisant un journal. Il sourit à sa fille. « L'inventaire est fait, papa, » dit Sophie, embrassant sa joue. « Bien, va, il attend. » Sophie marcha vers l'arrière, vers le carré privé. Alessandro Moretti y était assis.
Il ne portait pas de costume aujourd'hui. Il portait un pull décontracté, l'air plus jeune, plus léger. L'obscurité dans ses yeux avait été remplacée par une chaleur constante. Sur la table était posée une bouteille de vin. Château Mouton Rothschild, 1982, nota Sophie s'asseyant. Un choix audacieux. Je célèbre, dit Alessandro. Que célébrons-nous? Alessandro tendit la main dans sa poche. Il ne sortit pas de pistolet. Il ne sortit pas de disque. Il plaça une petite boîte en velours sur la table. J'ai finalement trouvé quelqu'un qui peut lire le menu, dit-il, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Et je n'ai pas l'intention de la laisser dîner seule à nouveau. Sophie regarda la boîte, puis lui. Est-ce un ordre, Monsieur Moretti? C'est une proposition, Sophie. Sophie sourit. Le même sourire qui avait mis un empire à genoux. Elle tendit la main vers le verre à vin. Alors, versez le vin, Alessandro. Nous avons beaucoup à discuter. Et c'est ainsi que Sophie Dubois passa de la fille invisible à la table 4 à la reine du monde souterrain de New York. Elle prouva que le pouvoir n'est pas une question de muscles ou de pistolet. C'est une question d'intelligence, de courage et de savoir exactement quel vin associer à la vengeance. Alessandro Moretti pensa qu'il la sauvait, mais à la fin, elle fut celle qui le sauva. Si vous avez aimé cette histoire de danger, de romance et de douce justice, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire. Et dites-moi dans les commentaires, si vous étiez Sophie, seriez-vous retourné dans la villa? Je vous verrai dans la prochaine.